Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour essayer, alors je dis bien essayer parce que c'est un sujet un peu compliqué, de vous aider à mieux comprendre, mieux appréhender certains concepts biologiques. Donc aujourd'hui, nous allons parler de sport, nous allons parler de métabolisme de base, ce que c'est, comment ça fonctionne. Nous allons parler une fois de plus du célèbre mythe de la calorie. On va voir que la kilocalorie comme moyen de mesurer l'énergie à la fois consommée et aussi dépensée ne sert strictement à rien parce qu'en gros, c'est comme si on mouille son doigt et on essaye de mesurer la vitesse du vent dans l'air. Donc, ça n'a vraiment aucune valeur vu l'incapacité à mesurer avec justesse les choses. Et nous allons voir aussi que nous avons beaucoup d'études scientifiques qui nous expliquent ces concepts depuis parfois des décennies, mais malheureusement, ce n'est pas popularisé, ce n'est pas repris dans le grand public. Les médias en sont toujours ignorants et les médecins, les spécialistes du sport aussi. Donc, on va essayer de voir ça en détail. Je vous ai préparé plusieurs onglets, mais l'idée de base, en fait, nous allons traiter dans cette vidéo, c'est de saper, effondrer le mythe où le sport, à lui seul, permettrait de perdre du poids, perdre du gras, et il suffirait juste d'augmenter sa dépense énergétique théorique grâce à une activité sportive pour perdre de la graisse corporelle. Et la littérature scientifique nous montre, vraiment avec beaucoup de preuves, c'est très bien étayé, que ce mythe-là est faux. Alors, ça va prendre un petit peu de temps pour que je vous l'explique. Je vous ai préparé une petite dizaine d'onglets qu'on va voir ensemble de diapos. On va essayer de se poser, de prendre les points un par un pour essayer de détricoter tout ça. Et mon objectif est vraiment très simple, c'est de vous éviter à la fois des efforts inutiles et à la fois aussi d'expérimenter de nombreux échecs qui, in fine, mettent les gens définitivement en échec, avec même l'idée de perdre du poids qui les a carrément quittés, suite à une succession d'années d'essais et d'erreurs, d'échecs, parce que des idées fausses circulent à la fois sur les calories, à la fois sur la pratique sportive pour perdre du poids. Alors, on va commencer la présentation. Donc, on va rappeler la base. La base, je suis allé directement sur les autorités françaises. On est sur un site officiel du gouvernement français, Santé publique France, avec son programme « Manger, bouger ». Et là, on en revient à l'idée vraiment fausse de base où une activité physique permettrait de lutter contre l'obésité et de perdre du poids. Alors, attention, je vais mettre tout ce que je dis là dans une sorte de contexte très particulier. Je n'ai pas dit qu'il fallait être sédentaire. Je ne dis pas que la sédentarité est le modèle normal pour l'être humain. Je n'ai pas dit que nous étions faits pour passer notre vie dans notre lit, sur une chaise au bureau et dans notre canapé au retour. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste donner un peu d'informations pour que l'idée fausse d'une simple activité physique supplémentaire est suffisante pour brûler des calories. On le voit très bien, il y a beaucoup d'applications, de services, de coachs, etc., qui vous disent c'est pas grave, tu as mangé un gâteau de 500 kilocalories, c'est pas grave, tu vas mettre en face 500 kilocalories de footing et ton gâteau est brûlé. Ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, c'est totalement faux, voire exactement l'inverse. C'est ce qu'on va voir en détail, parce que ça nécessite un petit peu d'explication dans le fond. Donc, on voit sur ce site officiel Manger, bouger. Donc déjà, on vous dit bouger, bougez plus. Il y a des recommandations officielles sur plus d'activité physique. Dès le départ, en haut du site, on vous dit augmenter. Alors bien sûr, les fruits et légumes, les légumes secs. Enfin bon, ça c'est leur recommandation nutritionnelle. Mais surtout l'activité physique. On voit qu'il y a ce mythe de plus d'activité physique, je brûle plus de calories. Donc forcément, je maintiens mon poids ou même je perds de la graisse corporelle, je perds du poids. Bon.
continuons un petit peu plus loin avec des choses un petit peu plus sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scientifique que j'aime beaucoup parce que déjà, il a une grande expérience. C'est un chercheur qui travaille à l'université de Duke aux États-Unis, Hermann Pontzer, professeur d'anthropologie évolutionniste de la santé mondiale. Alors, Hermann, il fait un travail incroyable depuis des décennies maintenant. Je vous invite à lire toutes ses études. Il en publie très régulièrement, plusieurs par an. Alors, c'est à la fois un homme de laboratoire, c'est-à-dire qu'il fait des recherches, des études sur des souris, etc., aussi en laboratoire chez des humains, mais c'est quelqu'un qui aime bien bouger, par exemple. C'est quelqu'un qui a fait de nombreux voyages en Afrique pour aller voir des populations ancestrales, pour voir quels étaient leur métabolisme de base, leurs dépenses énergétiques, leur activité physique quotidienne, pour leurs tâches quotidiennes, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un à la fois très curieux et qui essaye de souvent mettre en relation ce que nous comprenons de notre passé, notre mode de vie ancestral depuis des millions d'années, versus notre mode de vie moderne, et quels seraient les mauvais choix que nous avons faits, en particulier au XXe siècle, qui nous mettent dans un état métabolique si catastrophique, avec une épidémie d'obésité, de stéatose hépatique, de diabète de type 2, d'hypertension, etc., etc. Voilà le travail d'Hermann. Alors, Hermann a eu la gentillesse de me donner une de ses toutes dernières études qui vient d'être publiée. On va la voir après en détail en PDF, mais je souhaitais lui rendre hommage parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est ce que j'appelle un esprit brillant, un esprit curieux, et il nous apporte beaucoup d'informations sur notre métabolisme au sens large, à la fois dans l'activité sportive, mais pas que, et essayer de répondre à des problématiques de nos sociétés modernes. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment, à la base, ce qui m'a donné envie de partager cette vidéo avec vous, c'est ce papier qui est sorti en février 2026. Alors, les concepts ce dont nous allons parler maintenant, là, c'est des concepts qui ont à peu près 30 ans. Ils ont été étayés depuis 30 ans, ce n'est pas nouveau, mais toutes les publications qui sortent, là, c'est la toute dernière d'Hermann Pontzer, ne faut qu'on confirmer et de plus en plus dans le détail ce qui a été découvert il y a quelques décennies sur ce qu'on appelle le métabolisme de base. Alors, je vais vous montrer un petit dessin très simple pour commencer. Et après, je vais rappeler quelques bases indispensables. Nous avons ce que nous appelons, alors je l'ai expliqué dans la Céto Academy, je l'ai expliqué dans Bonjour Keto, enfin dans nos livres, de façon très simplifiée, mais c'est indispensable à comprendre. Nous avons un métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est notre dépense énergétique pour nous maintenir en vie. Alors, ce n'est pas abstrait du tout, c'est très concret. Ça se mesure très précisément, en particulier dans un hôpital, avec ce qu'on appelle une chambre métabolique. Je vais vous montrer une photo après, c'est intéressant. Mais là, avec cet outil, une chambre métabolique, ça nous permet de mesurer précisément notre dépense énergétique, on va dire, à l'arrêt, c'est-à-dire sans faire quoi que ce soit. Nous sommes allongés, nous faisons rien, n'avons pas d'activité sportive, n'allons pas au travail. C'est vraiment notre dépense énergétique, pour faire simple, au ralenti. Là-dessus, on va ajouter une petite dépense énergétique pour la digestion des aliments. C'est-à-dire que chaque fois que nous mangeons, le fait d'absorber ces nutriments, de digérer, va aussi utiliser de l'énergie. Il y a une différence entre quelqu'un qui ferait un jeûne de 24 heures, une dépense énergétique, versus quelqu'un qui ferait exactement la même activité physique, c'est-à-dire rien, métabolisme de base, plus manger, par exemple 2 ou 3 repas par jour. On a une petite dépense supplémentaire. Et puis, au-dessus de ça, nous avons notre dépense énergétique par rapport à nos activités. Par exemple, le travail, par exemple, une activité sportive. Bon, alors, ce que ce petit schéma de dépense énergétique journalière nous indique, nous avons à gauche une personne qui est sur un style de vie sédentaire, avec en jaune sa dépense énergétique pour son métabolisme de base, plus sa digestion, et puis au-dessus, son activité physique. Par exemple, il va aller au travail, mettons à pied, il va faire 2 km à pied aller, 2 km à pied retour, il va travailler 8 heures, ça va être sa dépense physique, donc il va avoir une activité de sédentaire. Bon. Et à droite, on a un mode de vie qui est actif, c'est-à-dire quelqu'un à qui on va rajouter une activité physique.
Ça va être, par exemple, je ne sais pas, 1 heure de tapis de marche en salle, du footing quotidien, du vélo quotidien, bon, une activité d'endurance. Bon. Et cette image nous montre immédiatement quelque chose, c'est que l'activité physique qui est sur le petit bonhomme de droite est plus importante que le petit bonhomme de gauche, très bien, mais on voit que la partie en jaune, c'est-à-dire le métabolisme de base, a été réduit. C'est-à-dire que quand on a une forte activité physique, et en particulier une activité physique d'endurance, nous avons une adaptation de notre métabolisme de base. C'est le cœur, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer tout ça en détail, ça nécessite des explications, une compréhension. Mais il faut bien comprendre que l'idée reçue, 99% des gens partagent cette idée fausse, qu'il suffit d'ajouter, par exemple, imaginons que vous ayez un métabolisme de base à 2000 kilocalories par jour, vous avez une activité quotidienne, donc pour votre mode de vie standard, de travail, etc., de, admettons, 2500 kilocalories en tout, donc 2000 plus 500, ça fait 2500, très bien. Vous mangez 2500 kilocalories de nourriture, égale, vous ne grossissez pas, vous ne mincissez pas, vous êtes stable, ok ? Eh bien, si vous ajoutez en plus 500 kilocalories d'activité physique, imaginons 1 heure de course à pied, vous allez arriver à 3000 kilocalories dans votre journée au total. Donc, si vous avez une alimentation qu'avec seulement 2500 kilocalories d'aliments, vous avez un déficit de 500 kilocalories. Ça, c'est de la théorie. Vous avez dû tous plus ou moins le tester avec, vous savez, les calculateurs nutritionnels où on vous demande votre âge, votre taille, votre poids, votre activité physique. C'est là où vous dites si vous êtes sédentaire, un peu de sport, beaucoup de sport, etc. Et on vous dit votre métabolisme de base est de tant de kilocalories. Si vous voulez perdre, admettons, 10 kilos en 5 mois, vous devez faire un déficit de tant de kilocalories ou ajouter tant de sport. Vous avez tous dû voir ce genre de table d'application un peu partout. Tout ce qui est donné comme chiffre avec ces outils est faux, mais totalement faux. Ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous. Les gens qui sont concernés éventuellement par le bon chiffre, c'est quelques pourcents par hasard. Mais le chiffre, la méthode de calcul est fausse. Et on va voir en détail pourquoi. Donc, l'idée de ce papier, Herman nous le raconte de façon très simple. Les humains et les autres animaux compensent énergétiquement l'augmentation de l'activité physique. La compensation énergétique est plus importante lors d'un exercice aérobie et en cas de restriction alimentaire. Là, on va aller justement dans le détail de ça parce que c'est intéressant, parce que souvent les gens mixent les deux. Quand ils cherchent à perdre du poids, ils associent de l'activité physique plus une restriction calorique. Et on va voir que c'est un désastre. La réduction des dépenses énergétiques basales et nocturnes contribue à la compensation énergétique. Le résultat confirme un modèle contraint de la dépense énergétique totale. Ce point-là est extrêmement important parce que je vous garantis qu'une grande partie des coachs sportifs, des entraîneurs, moi-même j'ai eu une formation d'entraîneur sportif à la fin des années 90, je sais de quoi je parle parce que les formations, elles n'ont pas bougé. Eh bien, c'est une erreur. Et on met tout le monde dans le mur et dans l'échec à cause de ces méconnaissances, de ces points extrêmement importants. Alors, je voulais vous parler précisément. Voilà. Lors d'interventions d'exercices aérobiques, donc ça, c'est les exercices d'endurance, par exemple, 2 heures de vélo, 2 heures de airbag, enfin, non, pas 2 heures de airbag, le airbag, c'est pas concerné, 2 heures de vélo en salle, par exemple, du tapis, du footing à basse intensité, etc. Donc, quand vous êtes sur un rythme cardiaque relativement bas, on va même pas parler de zone 2, mais 120, 130 pulsations minutes. Lors d'interventions d'exercices aérobiques chez l'humain, la dépense énergétique quotidienne totale n'a augmenté que d'environ 30% de la variation attendue selon les modèles additifs. Là, on a un point important. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez une application une application pour le sport qui suit vos activités sportives, comme Strava, comme Garmin, tous les services aujourd'hui qui vous permettent de quantifier votre activité physique et en particulier votre dépense énergétique. Vous savez, ces applications, généralement, elles vous demandent justement votre âge, votre poids, blablabla, tout un tas de trucs. Et puis, à la fin, vous avez fait 1 heure de course à pied et on vous dit vous avez dépensé 523 kilocalories. Bon. Tous ces chiffres-là sont faux.
mais vraiment. Il y a plusieurs formules mathématiques pour les calculer. Elles sont fausses, ces formules. Quand on fait des tests réels, mesurés, alors il faut un contexte très précis en chambre métabolique, hein, mais on s'aperçoit que c'est faux. Et cette étude nous dit que c'est seulement 30% de la variation attendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une dépense énergétique, selon ces méthodes de calcul, selon vos applications, selon votre montre connectée, imaginons que vous ayez une dépense kilocalorique de 100 kilocalories sur un effort physique. Eh bien, dans la réalité, ça peut être que seulement 30 kilocalories dépensées. Et là, on va voir dans le détail comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement important. Alors, tout ça, ça fait, vous savez, ça fait longtemps que j'écris sur le sujet. Fat to be Fit est né en 2015, on est en 2026. Donc, ça fait longtemps que j'en parle parce que c'est des sujets qui reviennent en permanence. Donc, j'ai essayé de les détailler le plus possible. Un des mythes à l'époque, on nous parlait il y a vraiment très très longtemps, mais cet article est de 2019, ça remonte déjà, c'était cette histoire de menus types. On nous réclamait des menus types cétogènes où on n'aurait plus qu'à donner ces menus aux gens pour que les gens puissent les suivre. Et j'ai expliqué depuis le début que c'était impossible. Il fallait se sortir l'idée de ça pour plusieurs raisons. La première raison de l'impossibilité de faire des menus types, voilà, ça c'est tous les processus métaboliques d'un corps humain. C'est d'une complexité folle. Il y a des systèmes pour compenser certaines carences en micronutriments, un microbiote intestinal différent, etc. Ça, c'est la carte de la complexité du corps humain. Bon, on peut savoir déjà qu'une recette qui s'appliquera à tout le monde, c'est déjà un mensonge, une arnaque. Ensuite, compter les calories ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la calorie, à la base, ça sert pour mesurer une énergie standard d'un laboratoire pour chauffer une certaine quantité d'eau. C'est tout. C'est nul pour quantifier une quantité d'énergie pour la nourriture. C'est nul pour quantifier une quantité d'énergie avec des appareils qui sont faits que pour estimer. C'est des calculatrices que nous avons à disposition. Nous n'avons pas aujourd'hui, sauf cas clinique très particulier où on peut mesurer des choses, mais 99,9% des gens n'ont pas les outils pour quantifier à la fois les calories absorbées ni les calories dépensées. Les tables caloriques des nutritionnistes sont totalement fausses. Voilà. Et puis après, il y a un point super important, c'est que la nourriture que nous mangeons, c'est pas la même. J'avais mis chaque aliment est unique. J'avais expliqué il y a longtemps déjà que la seule solution pour quantifier les choses, c'était de les envoyer en laboratoire. Je ne vous vois pas faire un échantillon de votre repas 3 fois par jour et de l'envoyer 3 fois par jour dans un laboratoire indépendant pour quantifier ce qu'il y a dedans. Mais a priori, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Comme vous le voyez sur la photo, à gauche, vous avez une entrecôte. À droite, vous avez une autre entrecôte. Est-ce que vous pensez que mettre entrecôte dans votre application de suivi permet de savoir, par exemple, ce qu'il y a en protéines ou en lipides dans les deux entrecôtes? Non. Donc, tout ça est extrêmement approximatif, mais surtout fait perdre la tête aux gens parce que l'information nutritionnelle, oui, alors en plus, elle est totalement erronée. Il manque beaucoup d'informations. Il n'y a vraiment pas assez de data pour faire de l'information nutritionnelle fiable. Donc, je voulais éloigner le plus possible les gens sur... Voilà, et là, vous avez les deux formules mathématiques pour calculer les dépenses d'énergie. On voit que sur le métabolisme de base, par exemple, là, sur les deux formules, sur une journée, il y a 58 kilocalories. Sur une activité sédentaire, ça monte à 79. Et une activité intense, c'est 105, rien que sur ça. Si vous êtes une femme, selon que vous êtes dans la première phase de votre cycle ovulatoire, votre cycle hormonal, ou la deuxième, vous pouvez avoir un écart de 300 kilocalories par jour. Donc, on voit très bien que toutes ces tables, déjà, sont fausses. Sur un simple métabolisme de base, hein, le nombre de repas, s'il y a une médication, etc., etc. Bon. Donc, si vous voulez vraiment avoir un chiffre précis sur votre dépense énergétique, votre métabolisme de base, eh bien, je suis désolé, il faut aller là-dedans, cette petite pièce-là. Là, on est à l'université de Munich. Cette petite pièce en photo est ce qu'on appelle une chambre métabolique. C'est un local totalement étanche, ça c'est extrêmement important. Il est étanche parce qu'on va analyser très précisément les gaz qui vont être dans cette chambre. C'est-à-dire que quand vous allez inspirer de l'oxygène, expirer du CO2, on va pouvoir, grâce à une formule mathématique très précise, calculer l'énergie que vous avez dépensée. Il faut rester dans cette chambre 24 heures pour avoir une donnée précise. Alors, en plus, on peut rajouter, par exemple, si on met un tapis roulant ou un vélo, on peut mesurer précisément en plus une activité physique, une dépense énergétique d'activité physique dans ce cadre.
Mais ça, retenez bien le mot, ça s'appelle une chambre métabolique. Ça sert pour la recherche scientifique. Le commun des mortels, il n'y a pas accès. Et sans ça, vous ne pouvez pas savoir quel est précisément votre métabolisme de base. Donc, arrêtez avec les kilocalories pour ce qui rentre dans votre corps et arrêtez aussi, comme on va le voir un peu plus loin, de compter les kilocalories de dépenses énergétiques parce que réellement, précisément, vous ne savez rien. Ce sont des formules mathématiques qui sont scientifiquement fausses, qui ne font qu'estimer, mais alors avec un pourcentage d'erreur colossal. C'est un peu comme si vous aviez un compteur sur votre voiture, que vous deviez respecter la limitation de 90 km/h et que votre compteur est tellement imprécis que quand il vous indique 90 km/h, vous pouvez très bien être à 45 ou à 135. Voilà à quoi on est contraint aujourd'hui en termes d'outils pour mesurer, estimer les dépenses énergétiques quand on fait une activité physique. Donc, on va retourner dans l'étude d'Hermann Pontzer, qui est extrêmement intéressante. Il faut qu'on regarde un petit peu en détail. Et vous allez voir, alors je ne vais pas la détailler. Alors, ce PDF n'est malheureusement pas libre. Hein, il n'est pas public. Hermann a eu la gentillesse de me le donner pour que je puisse vous le montrer. Mais je vais vous montrer les points principaux. Donc, voyez-vous, sur la gauche, là, nous avons deux petits tableaux avec le tableau en haut à gauche qui a une ligne horizontale et le tableau en bas à gauche qui plonge. Eh bien, en blanc, nous avons excusez-moi, en noir, nous avons ce qu'on appelle BMR, donc notre métabolisme de base. En gris, TEF, qui est l'énergie qui va être utilisée principalement, quasiment exclusivement pour la digestion de nos aliments. Donc, on voit que la partie grise est relativement stable. Et puis, en haut, en blanc, on a PAEE. Ça, c'est l'activité physique qui est rajoutée. Et on voit très bien que nous avons un modèle en haut à gauche que nous avons tous eu en Occident. C'est-à-dire, on fait un calcul de notre métabolisme de base, très bien. On sait à peu près combien vont nous coûter en énergie nos aliments que nous allons digérer. Bon, ça tourne souvent autour de 150, 200, 220, 250 kilocalories par jour, rarement au-delà de ça. Ça, c'est à peu près stable. Mais on voit qu'au-dessus, on a l'activité physique. Et le problème, c'est que c'est exactement le modèle que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fait un métabolisme de base à 1500 kilocalories. Très bien. On lui fait faire une activité physique de 500 kilocalories, eh bien, on ajoute 1500 plus 500 égale 2000. Ça, c'est le modèle standard que tout le monde a. Si vous avez une montre Garmin, si vous avez une application qui suit vos activités physiques, Polar, Strava, etc., etc., ils fonctionnent tous de la même manière, ils fonctionnent comme ça. Mais ce modèle est faux. La réalité, c'est le graphique en bas à gauche, où on voit que BMR, donc le métabolisme de base, plonge. C'est-à-dire que plus vous ajoutez d'activité physique, et plus le corps est contraint. Et c'est comme ça d'ailleurs que le modèle s'appelle, c'est un modèle contraint. C'est-à-dire que l'activité physique que vous allez faire, en particulier les sports d'endurance, va contraindre par adaptation votre corps à donc s'adapter, c'est-à-dire que votre corps va avoir un signal très simple qui dit « attention, plus de dépenses d'énergie totale ». Donc, le corps, naturellement, s'adapte et réduit le métabolisme de base pour passer, entre guillemets, à ce que j'appelle le mode économie d'énergie. C'est ce que cette étude met en évidence avec des données très importantes qui sont des calculs de projection, c'est-à-dire quand on prend des gens et qu'on les met dans un tableau avec poids, taille, activité physique, etc., on a des modèles de prédiction. Donc, on sait, par exemple, que si cette personne qui fait tel âge, tel poids, telle activité physique, telle taille, à telle fréquence cardiaque, pendant tant de temps, elle va dépenser tant d'énergie. Et donc, on sait mathématiquement prédire sa dépense énergétique totale. Très bien. Mais quand on passe ces personnes dans un monde réel et qu'on arrête de prédire, mais qu'on mesure, on s'aperçoit que la réalité mesurée n'a rien à voir avec la prédiction. Et que finalement, c'est notre métabolisme de base qui s'est mis en mode économie d'énergie. Notre dépense physique est bien là,
mais elle a contraint à réduire la dépense énergétique de notre métabolisme de base. Nous sommes entrés en économie d'énergie. Chose extrêmement importante, supplémentaire, qui vient s'additionner à ça. Là, on n'est pas dans un modèle où les gens sont en régime pour perdre du poids. Ils ne sont pas en régime amaigrissant pour perdre du gras. Si on rajoute justement un paramètre supplémentaire qui est partagé par beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment, où vous faites une activité physique pour perdre du poids, mais qu'en plus, vous faites une réduction d'énergie alimentaire, le célèbre manger moins, bouger plus, eh bien, le métabolisme de base s'ajuste encore plus à la baisse. Et vraiment, résultat catastrophique, dans le pire des cas, vous pouvez avoir une activité physique plus une réduction de votre apport énergétique parce que vous êtes en déficit calorique, et le total de votre énergie dépensée dans la journée est au même niveau que celui qui n'est pas en restriction calorique et celui qui n'est pas en dépense énergétique grâce à une activité sportive, c'est-à-dire un sédentaire. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez avoir le même résultat en restant dans votre canapé, sans faire de restriction calorique, sans faire d'activité physique, versus quelqu'un qui serait très motivé pour faire bien les choses et qui va à la fois vers plus de sport, par exemple du sport d'endurance, 1 heure, 2 heures de sport d'endurance par jour, et en même temps une restriction calorique. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui, de toute bonne foi, avec le maximum d'énergie et de discipline, au bout de 2-3 mois, se lancent dans ce genre de schéma de « je me mets à une activité physique aérobique, je réduis mes calories de 200, 300, 400, 500 kilocalories par jour, et au bout de 3 mois, j'ai rien perdu en graisse corporelle, voire éventuellement, vous avez même un peu perdu en muscle à cette occasion. » C'est pour ça que c'est pour moi important de partager ça avec vous. Et on va le voir encore un peu plus en détail parce qu'il faut rentrer dans les détails pour que vous compreniez mieux que vous avez été victime. Nous avons tous été victimes. Moi, on me l'a enseigné en 1998 au brevet d'état d'éducateur sportif, tronc commun. Et je sais, parce que je connais des jeunes qui sont dans ce genre de formation aujourd'hui, que c'est toujours enseigné. Donc, vous avez des coachs de bonne foi qui propagent encore ce genre d'informations auprès de leurs clients et qui les mettent en échec. Donc, si on continue, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant à vous montrer? Alors, on a plein les modèles, en fait. Donc, ils ont créé 2 modèles, en fait, sur le total de dépenses énergétiques. Donc, un modèle additif, comme nous avons nous sommes tous soumis aujourd'hui avec ces modèles, donc dans les applications, les montres connectées, etc. Métabolisme de base, stable. Dépense d'énergie pour digérer, stable. Et puis, on ajoute la dépense énergétique. Et là, on a une dépense énergétique journalière. C'est le modèle que tout le monde a dans le monde entier. Et il est faux. On a un modèle scientifique prouvé qui s'appelle le modèle contraint. Et là, on a vraiment une autre vision des choses. Donc, c'est ce genre d'études, alors il y en a plein, des dizaines, qu'il faut comprendre et pour mettre à jour nos connaissances, parce que nous sommes encore victimes de connaissances qui sont vraiment périmées. Donc, voilà. On a un petit schéma qui résume la situation. Donc, l'énergie totale dépensée, 3 modèles. Donc, ici, on a additive en gris, là. Donc, en haut, donc simplement, il suffit d'ajouter plus de dépenses physiques pour avoir une dépense d'énergie supérieure, totale. OK. On a la dépense contrainte, où on voit que la dépense énergétique pour le sport n'est pas à 1 + 1 = 2, avec une baisse du métabolisme de base. Et puis, on a le pire de tout, le modèle contraint plus le déficit énergétique, le déficit calorique. Ou alors là, c'est le pire des 2 mondes parce qu'on a à la fois un modèle contraint sur la dépense énergétique, c'est-à-dire une baisse du métabolisme de base, mais on a un métabolisme de base en plus altéré par le déficit énergétique de notre alimentation. Voilà. Donc, passons à la suite. Encore Hermann Pontzer. Donc, celle-là, elle date du 8 février 2016. Voilà, avec les mêmes schémas. Donc, c'est son schéma donc,
de dépenses énergétiques liées à l'activité physique qui vient s'additionner, le modèle que nous avons tous, ou le nouveau modèle contraint, c'est-à-dire une dépense énergétique qui vient vraiment faire s'écrouler le métabolisme de base. Ça, c'est des points extrêmement importants. Alors, c'est corroboré par beaucoup d'études maintenant, hein, y compris... Alors, il y a eu des tests qui ont été faits chez des animaux, parce que les animaux, forcément, on peut les disséquer, on peut faire ce qu'on veut. Les humains, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a eu des tests qui ont été faits, des études qui ont été faites chez des sédentaires et à la fois aussi chez des sportifs de très haut niveau, y compris des études relativement longues sur plusieurs mois, voire années. Voilà. Après ajustement pour la taille et la composition corporelle, les dépenses énergétiques totales étaient positivement corrélées à l'activité physique, mais avec cette relation était nettement plus forte pour les faibles niveaux d'activité physique. C'est-à-dire qu'il met en évidence dans tous ses travaux que plus l'activité physique est longue, de basse intensité, répétée, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, versus des activités physiques extrêmement intenses, en particulier tout ce qui est renforcement musculaire, etc., ça n'a strictement rien à voir, hein. Alors, chez les sujets présentant un peu d'activité physique élevée, la dépense énergétique totale s'est stabilisée, confirmant un modèle de dépense énergétique totale contrainte. Le pourcentage de masse grasse et l'intensité de l'activité semblent moduler la réponse métabolique à l'activité physique. Le modèle de bilan énergétique utilisé en santé publique devrait être révisé afin de mieux refléter la nature contrainte de la dépense énergétique totale et les effets complexes de l'activité physique sur la physiologie métabolique. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Celle-là, elle est de 2026. J'ai des études il y a 15 ans qui disaient la même chose, hein. Je vous garantis que dans 15 ans, on y est encore. On est encore sur le mythe de la calorie pour votre alimentation et le mythe de la calorie avec ces formules mathématiques et ces tables qui sont fausses sur votre dépense énergétique. Ça fait très, très bien, si vous voulez, d'avoir tout un tas de services électroniques, des montres connectées, etc., qui vous disent « Ah, bah, c'est bien, alors j'ai couru à 12 km/h pendant 1 heure, j'ai dépensé 550 kilocalories, tout le monde est content avec ça. » Sauf que ce chiffre est faux. C'est comme si vous allez dehors au mois d'août avec un thermomètre et qui vous affiche 15 degrés Celsius ou 90 degrés Celsius. Ça ne sert à rien un thermomètre qui a ce genre d'amplitude d'erreur. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les calculs de dépenses énergétiques pour nos efforts. Il faut comprendre que l'activité physique d'endurance en particulier, couplée éventuellement à un déficit énergétique de l'alimentation, ne fait que réduire le métabolisme de base. Et ça, c'est très, très important à savoir. Ensuite, un syndrome qui n'est pas suffisamment connu en France, malheureusement, beaucoup de victimes. Alors, ce syndrome s'appelle RAID en anglais, il est très connu dans le monde anglophone sous cet acronyme-là. Il touche beaucoup de gens, mais il est très visible chez les sportifs de haut niveau, et en particulier chez la sportive de haut niveau. Parce qu'il ne faut pas imaginer les choses avec seulement des gens ultra sédentaires, petit métabolisme, pas beaucoup d'activité physique, à 1500. Nous avons ce genre de problème d'altération de métabolisme de base, y compris chez des athlètes professionnels de niveau mondial, des gens qui vont au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, par exemple. Et c'est encore plus flagrant, plus important, plus visible chez l'athlète féminine. Et les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Je sais que nous sommes dans une époque où on voudrait pouvoir interchanger les deux, mais ce n'est pas le cas. La biologie féminine est particulière. Et les femmes sont particulièrement touchées par ce syndrome où elles ont une très grosse dépense physique, mais elles sont en dénutrition. Le corps analyse la situation entre la dépense énergétique et les apports alimentaires comme une famine, et il se met on ne va pas appeler un chat, hein, ça s'appelle un mode économie d'énergie pour notre corps, avec des conséquences qui peuvent être très graves, y compris, alors bien sûr pour la carrière de l'athlète, mais aussi pour la santé de l'athlète, en particulier à long terme. Alors, les athlètes atteints du syndrome RAID peuvent présenter divers symptômes, dont certains peuvent être discrets parmi ceux-ci. Alors, blessures fréquentes, les fractures et stress répétés, les fractures de stress répétées, pardonnez-moi, les élongations musculaires, signes d'alerte, rétablissement retardé, donc ça, c'est des guérisons un peu longues après certains accidents, fatigue persistante, incapacité à récupérer.
Chez la femme, effets hormonaux. Alors ça, c'est très facile à voir chez la femme. L'athlète féminine qui perd son cycle ovulatoire, alors je ne parle pas des femmes qui prennent une contraception hormonale ou d'autres choses, je parle d'une femme qui est sans contraception hormonale, qui perd son cycle ou qui a des cycles altérés, très longs, trop courts, saignements, etc., etc. Et on voit immédiatement qu'on a des problèmes quand on fait des analyses, problèmes hormonaux chez ces femmes, allongement d'intervalle entre les règles. Chez les hommes, état d'hypogonadisme, baisse du taux de testostérone, diminution de la libido. C'est ce genre de choses chez l'homme. Mais vous voyez qu'on a au niveau hormonal deux manifestations différentes, homme-femme. Chez l'homme, ce genre de syndrome, c'est moins visible. Par contre, chez la femme, c'est très courant. C'est des problèmes sur les ongles, c'est des problèmes sur les cheveux, c'est des problèmes sur la qualité de la peau, peau sèche, etc. C'est des problèmes sur des blessures qui guérissent mal, des coupures qui guérissent mal. Et puis, bien sûr, pour les femmes qui sont menstruées, la perte du cycle menstruel. Alors, bien sûr, à la clé, il y a les baisses de performance, les changements d'humeur, problèmes gastro-intestinaux, maladies fréquentes. Bref, le syndrome RAID, il est très documenté, ça fait 25 ans. Il y a eu des conférences, je me rappelle déjà, il y a plus de 25 ans à Paris sur ce genre de syndrome qui était un peu nouveau, qui nécessitait d'alerter les entraîneurs, en particulier les entraîneurs d'athlètes féminines, à l'INSEP notamment. Maintenant, c'est plus documenté. Vous avez beaucoup de littérature sur ce syndrome, mais c'est totalement lié, en fait. C'est-à-dire, quand on altère le métabolisme de base, on altère la capacité de l'athlète à la fois à pouvoir s'entraîner, à pouvoir suivre sa charge d'entraînement, à récupérer, à progresser, et puis les fonctions métaboliques de base, comme le renouvellement des cellules, le renouvellement de la peau, des cheveux, le cycle ovulatoire chez la femme, tout ça, c'est freiné, altéré, voire complètement bloqué. On a des athlètes féminines qui n'ont plus de règles pendant des années, pendant leur période professionnelle, justement parce qu'ils sont dans ce syndrome. Alors ensuite, on a des études encore je reprends toujours Hermann Pontzer. Aujourd'hui, je voudrais lui dédier un peu cette vidéo parce qu'il fait vraiment du très, très bon travail. Les scientifiques qui font les choses, qui font les données, qui font la littérature, sont souvent des personnes de l'ombre. Souvent, on reprend leur travail sans les citer. Moi, je tiens vraiment à le mettre en lumière aujourd'hui parce que c'est pour moi un esprit brillant. Donc, les athlètes d'ultra-endurance et le plafond métabolique. Alors ça, c'est une information que encore peu de gens connaissent. Les athlètes d'ultra-endurance ont respecté un plafond métabolique dépendant de la durée. Cette limitation était évidente sur des durées allant d'environ 24 heures à 52 semaines. Ça veut dire qu'on a suivi des athlètes, soit pendant leur phase d'entraînement, toute l'année, soit grâce à des compétitions. On a mélangé un petit peu tout ça, mais au final, ça revient un petit peu au même. Ça fait une charge de dépense énergétique, par exemple, annuelle. La dépense énergétique moyenne sur 52 semaines de la cohorte n'a pas dépassé environ 2,5 fois le métabolisme de base. Et là, c'est intéressant parce que si on est capable, sur des efforts extrêmement intenses, extrêmement brefs, de dépenser beaucoup d'énergie, nous ne sommes pas capables de tenir ce rythme-là pendant des années. Exemple, vous voyez très bien la vitesse où va une Formule 1, le nombre de rotations par minute du moteur. Vous imaginez pas qu'un moteur de Formule 1 emmené à cette vitesse-là va pouvoir vous faire 1 million de kilomètres. Non, la durée de vie d'un moteur de Formule 1 est courte parce que l'effort est extrêmement intense. Même chose sur sa consommation de carburant, etc., etc. On va pouvoir tenir un effort très intense sur des durées très courtes et puis un effort d'intensité beaucoup plus bas, beaucoup plus modéré sur des durées beaucoup plus longues. Mais quand on fait le mélange de tout ça, on se rend compte que sur la moyenne annuelle, on est seulement, alors il y a un record dans cette étude qui a 2,7 fois le métabolisme de base, mais vous imaginez que si vous avez un métabolisme de base de 2000 kilocalories, vous ne pouvez pas imaginer une dépense de, imaginons, 20 000 kilocalories par jour, tous les jours. Il y a un frein. Naturellement, le corps va s'adapter. Naturellement, le corps va devoir réduire sa dépense énergétique partout où il va pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'effort, vous voyez très bien qu'un débutant va faire une dépense énergétique largement supérieure à quelqu'un qui est déjà beaucoup plus entraîné. Par exemple, quelqu'un qui débute en course à pied, il a une course à pied, une foulée qui est lourde, une foulée qui dépense beaucoup d'énergie.
Et puis après, avec les années, l'expérience, l'entraînement, la technique, etc., eh bien, vous voyez des fois, par exemple, quand vous voyez des marathoniens de niveau mondial, vous voyez très bien qu'ils galopent à plus de 20 km/h et vous avez l'impression qu'ils sont tranquillement à une vitesse de croisière, comme s'il n'y avait pas d'énergie qui était dépensée. On a l'impression que les jambes courent toutes seules, sans énergie. Bon, eh bien ça, c'est l'adaptation par rapport au mouvement de notre corps pour être le plus efficient possible, pour faire une activité, courir à pied, pour le moins d'énergie possible. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que le corps va aussi adapter notre métabolisme de base, notre température corporelle, le taux de renouvellement de nos cellules. Et ça a même été montré dans plusieurs études, le poids de nos organes. Par exemple, le poids d'un rein peut réduire, on a vu des 5-10%, même chose sur le foie, souvent des organes à renouvellement rapide. On réduit la taille de ces organes, le cerveau, lui, bouge pas, il est relativement stable, il n'est pas mis à contribution. Par contre, on a d'autres cellules, d'autres organes qui sont capables de s'adapter à la baisse pour l'économie d'énergie. C'est ce qui permet aussi de réduire le métabolisme de base, notre dépense énergétique au repos. Et là, on voit un cercle vicieux qui peut s'enclencher, parce que si vous faites des entraînements répétés et que vous ne faites pas attention à votre métabolisme de base, comme je l'ai toujours dit, c'est une priorité à préserver. Si vous ne faites pas attention à ça, votre métabolisme de base baisse. Et on voit que, scientifiquement parlant, il a été prouvé qu'on ne peut pas aller beaucoup plus que 2,5 fois le métabolisme de base pour notre dépense énergétique totale. Donc, c'est intéressant de voir que notre corps, en fait, nous contraint à une dépense énergétique maximale journalière en moyenne, si on prend plusieurs mois, même voire une année complète, qui permet en fait de s'adapter à l'incapacité d'avoir accès à toute l'énergie nécessaire pour couvrir tout ça. Donc c'est pour ça que le métabolisme de base, depuis que j'ai commencé pour Eat Fat to Be Fit, j'ai alerté sur la nécessité de le préserver parce qu'il est clé à la fois pour la santé, pour le renouvellement cellulaire, etc., pour la performance sportive, mais aussi pour la perte de poids. Si on sacrifie le métabolisme de base, il est juste impossible de perdre du poids durablement. Donc voilà ce que nous dit ce document très intéressant. Donc là, ils avaient fait des mesures sur 14 athlètes d'ultra-endurance de haut niveau et élite. Hein. On n'est pas dans un club de sport local. Donc, on a des données sur des vrais humains qui permettent de voir que 4 athlètes ont dépassé 2,5 fois le métabolisme de base à 30 et 52 semaines, avec un maximum à 2,74. Ça donne déjà une idée de base de ce qu'on peut faire sur notre dépense énergétique totale moyenne par rapport à notre métabolisme de base. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, on va aller sur des choses un petit peu plus légères. Adaptation métabolique à plusieurs niveaux à l'entraînement physique. Alors, cette étude, elle est géniale parce que, alors, elle est très longue. Je crois que je l'ai derrière. Oui, je vais vous la montrer en image. Je vais vous montrer une illustration derrière du PDF qui n'est pas libre non plus. La conclusion est simple. Résumé en langage clair. Nombreuses sont les personnes qui font de l'exercice pour perdre du poids, mais les résultats sont souvent moindres que prévu. Et j'imagine que là, vous vous reconnaissez quand je suis en train de lire ça, parce que tout le monde a pu expérimenter ça. Vous faites des efforts dans l'assiette, vous faites des efforts à la salle de sport ou dans votre activité physique, et il ne se passe rien. Cette étude a cherché à comprendre ce phénomène. Nous avons étudié des adultes en surpoids. Donc là, on n'est pas chez des athlètes élites, on est chez des personnes lambda en surpoids, ayant suivi un programme de marche. Donc on n'est pas sur de l'activité physique très intense, hein. Peut-être la marche rapide, supervisée de 12 semaines, ainsi que des souris soumises à un exercice physique régulier. C'est intéressant de faire les deux parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si je vous fais une biopsie musculaire, vous n'allez peut-être pas être d'accord. La souris, on ne lui demande pas son avis. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Nous avons mesuré leurs dépenses énergétiques quotidiennes, leur métabolisme de base, leur niveau d'activité et la taille de leurs principaux organes internes grâce à l'imagerie avancée. Nos résultats montrent que le poids corporel a très peu varié malgré la pratique régulière d'une activité physique. L'organisme s'est adapté en consommant moins d'énergie au repos.
c'est une altération du métabolisme de base. Ça confirme ce que je vous disais en introduction. En marchant plus efficacement et en réduisant la taille d'organes à métabolisme élevé, comme le foie ou les reins. C'est ce que je vous disais, ça a été mis en évidence plusieurs fois. Tout ce qui est organes qui se renouvellent très rapidement, à métabolisme rapide, on va dire, est ralenti, réduit pour consommer moins d'énergie. Quand on met un corps humain en économie d'énergie, il faut bien qu'il y ait des choses qui se fassent moins vite ou qui ne se fassent pas. Ces modifications ont permis de préserver l'énergie et pourraient expliquer pourquoi l'exercice physique seul n'entraîne pas une perte de poids significative. Et là, c'est intéressant parce qu'on écroule un mythe où on dit aux gens, si vous êtes gros, si vous êtes gras, c'est parce que vous ne bougez pas assez, il suffit de vous bouger les fesses. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. Si on ne fait pas une intervention nutritionnelle ciblée, et bien sûr, je peux vous parler du régime cétogène pour ça, parce que c'est lui qui a été mis en évidence pour à la fois perdre le plus de graisse corporelle tout en préservant la masse maigre, votre squelette et la masse musculaire, eh bien, si on ne fait pas une intervention nutritionnelle, le sport seul ne fait pas maigrir. Voilà. Une fois de plus, on a en image, donc là, c'est l'étude que je viens que vous citez, mais avec le PDF qui est malheureusement pas libre, avec une courbe qui est intéressante en bas, donc ici, voilà, en bas. Nous avons dans les petits carrés le changement de poids observé. Donc, on voit que sur les 16 participants, il y a quelques participants qui ont perdu jusqu'à 3 kilos. Et on voit un participant numéro 16 qui, lui, a pris pas loin de 5 kilos. Donc, on a des gens qui sont en surpoids, qui sont dans un programme d'activité physique de 12 semaines. Et là-dedans, on a en gros un tiers qui n'a pas bougé en poids, un tiers qui a perdu du poids, un tiers qu'on a pris avec une activité physique. Bon. Et on a ensuite, avec les petits points gris et les petits points rouges, les modèles de prédiction, c'est-à-dire que ces personnes, quand on regarde leur âge, leur taille, leur poids, tous les paramètres nécessaires pour faire une prédiction à la fois de métabolisme de base, mais aussi de prédiction de dépenses énergétiques dans l'effort physique, eh ben, on voit que les modèles de prédiction sont complètement dans les choux. Par exemple, nous avons là, c'est pas mal quand même, le candidat numéro 15, qui devait perdre à peu près à la louche environ 7 kilos selon le modèle, les modèles standards que vous avez tous à disposition. Vous n'avez que ces modèles-là à disposition. Il aurait dû perdre 7 kilos. Et finalement, cette personne, dans le petit carré, là, en a seulement pris 3. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 3 plus 7, 10 kilos d'écart. Non seulement il n'a pas perdu 7 kilos, mais il en a pris 3 en faisant une activité physique. C'est pour ça que c'est vraiment le clou dans le cercueil de ces modèles mathématiques de prédiction de dépenses énergétiques qui sont nuls, qui ne servent à rien. Il faut se passer de ça. Donc, tout ça, ça fait 10 ans que c'est à disposition dans la Ceto Academy. Ça fait longtemps que je vous parle de ça. Dans la module 5, leçon 1, j'ai expliqué très en détail que le sport à lui seul ne fait pas mincir. Il y a plein d'études qui ont été faites dans ce cours. Je parle notamment d'une étude qui a été faite chez des femmes qui font la préparation au marathon et qui ont pris de la masse grasse plutôt que d'en perdre. Donc, vraiment, ça fait un bon 25-30 ans qu'on sait que le sport, à lui seul, ne fait pas mincir, ne fait pas perdre de graisse corporelle. Donc, si vous allez à la salle, juste à la salle, sans intervention diététique pour perdre du gras, vous allez faire qu'une chose, c'est effondrer votre métabolisme de base. Alors, vous allez certainement perdre peut-être pendant 1 ou 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça va se stabiliser. Vous allez vouloir en faire plus. Et éventuellement, vous allez après faire une intervention nutritionnelle, réduction de calories. Et là, ça va encore plus effondrer votre métabolisme de base. Et puis, quand vous en aurez marre au bout d'1 ou 2 ans d'échec, vous mettrez tout ça à la poubelle et puis vous direz, c'est pas grave, il faut m'accepter avec mes kilos. Voilà. Voilà l'erreur de base que tout le monde a déjà plus ou moins fait. Et c'est malheureux parce qu'à la base, c'est une mauvaise information. Scientifiquement parlant, c'est déjà documenté. Et j'ai expliqué ça dès le départ par ceci, dans le module 4, leçon 1, priorité, préserver son métabolisme de base. Je vous l'ai écrit partout. Dans nos livres, dans la Ceto Academy, c'est une priorité absolue
de préserver son métabolisme de base. Donc, en conclusion de cette vidéo, je voudrais vraiment souligner quelques points très importants. Premier point, l'être humain, à la base, depuis, on va dire, 2,5 millions d'années, n'est pas designé, prévu pour la sédentarité. Nous ne sommes pas faits pour vivre à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement ou d'un bureau 98% de notre temps. Nous sommes faits pour vivre dehors. Nous sommes faits pour être exposés au chaud. Nous sommes faits pour être exposés au froid. Et nous sommes faits pour une certaine activité physique. En face de ça, nous avons une nutrition qui est relativement dense, riche en micronutriments, pauvre en glucides, riche en lipides. Et c'est ce qui m'a fait expliquer dans la Ceto Academy, encore dans un autre module, que l'être humain était fait globalement, designé pour une alimentation autour de 3500, 4000 kilocalories par jour, tous les jours, et une activité physique en face. Et nous avons un métabolisme de base qui est très élevé dans ces conditions-là, et c'est extrêmement facile à vérifier de façon indirecte, le métabolisme de base. Il n'y a pas besoin des calories, c'est un thermomètre. La température corporelle, depuis plus d'un siècle, chez les Occidentaux, s'écroule. C'est bien documenté, on sait pourquoi. Notre mode de vie est à la base aujourd'hui altéré par plein de choses. La température corporelle, c'est votre capacité à votre corps de faire de la chaleur. Quand un métabolisme de base est altéré, un des premiers symptômes, c'est j'ai froid. Votre température corporelle s'écroule, on peut perdre un bon degré Celsius. Par exemple, entre le début du siècle dernier et la fin du siècle dernier, les êtres humains en Occident ont perdu 0,5 degrés Celsius sur un siècle. C'est une catastrophe parce que ça, c'est de la graisse corporelle que vous empilez. C'est de l'énergie que vous ne brûlez pas. Donc, le métabolisme de base en Occident est aujourd'hui altéré. Il est altéré par un mode de vie délétère, il est altéré par des médicaments, il est altéré par une mauvaise nourriture, il est altéré par un mauvais mode de vie. Bref, il est altéré. C'est pour ça que je dis que le métabolisme de base est essentiel et il faut le préserver à tout prix. Il est central pour tout. Pour la lutte contre la maladie, pour la longévité, pour la perte de poids, pour la performance sportive. Vous devez avoir un métabolisme de base au taquet. La fonction thyroïdienne aussi participe très, très activement à un métabolisme élevé. Donc ça, c'est un point important. Donc, nous ne sommes faits pour avoir une activité physique relativement élevée. Nous ne sommes pas faits pour l'hypersédentarité. Et cette vidéo n'a pas pour but de vous plonger dans un canapé 7/7 et d'arrêter toute activité physique. Bien au contraire, c'est juste de l'information, de la connaissance que je vous donne pour essayer de mieux comprendre les choses, pour que vous puissiez ajuster ce qui doit être ajusté dans votre vie et atteindre votre but. Donc, si vous ne considérez pas le métabolisme de base comme une priorité, vous allez à terme échouer, et en particulier pour la perte de poids. Donc, l'idée est la suivante, il faut travailler, en particulier pour la perte de poids, sur la nutrition. C'est pour ça que je vous invite à passer sur un régime cétogène. Un régime cétogène, vous allez manger beaucoup moins de glucides, beaucoup plus de lipides, certainement un peu plus de protéines aussi, de meilleure qualité. Vous allez avoir un effet thermique des aliments plus important, retrouver la satiété, arrêter d'être gouverné par des hormones de stress et de faim qui sont vraiment parasites à cause des glucides. Donc, en retirant les glucides, vous retrouvez une bonne satiété. Et ça, c'est extrêmement important pour retrouver un bon métabolisme de base. Ensuite, les activités physiques à privilégier pour ne pas altérer le métabolisme de base, c'est des activités physiques beaucoup plus intenses, mais beaucoup plus brèves. On voit très bien des gens, vous avez dû tous les croiser un jour ou l'autre, où vous voyez des gens qui s'infligent des heures et des heures et des heures de sport d'endurance tous les jours, toute la semaine. Moi, je vois une petite dame là, quasiment tous les jours ici dans mon quartier. On voit très bien qu'elle veut bien faire. Elle fait peut-être 5-6 heures de sport par jour. Elle doit être à 100 ou 110 pulsations minutes tout ce temps-là. Elle est cadavérique, elle doit faire 45 kilos. Elle doit certainement quasiment plus manger. Et on voit très bien qu'à la fin, c'est une sorte de famine, une famine avec de l'activité. Ça, c'est pas bon, c'est pas le synonyme de la santé. Donc, si vous allez sur des activités qui sont beaucoup plus intenses, avec par exemple des exercices en résistance, des exercices où vous allez monter le rythme cardiaque à des niveaux beaucoup plus élevés, mais sur des tranches beaucoup plus brèves en temps, vous aurez un autre impact sur votre santé, sur votre physionomie, sans altérer le métabolisme de base. Bref,
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'un plan d'entraînement aujourd'hui pour ça. Je vous invite à rejoindre la Ceto Academy pour vraiment bien apprendre à bien formuler son régime cétogène pour ne surtout pas altérer son métabolisme de base. Idem avec les activités physiques à éventuellement intégrer avec ce régime cétogène. Mais alors, régime cétogène bien formulé, plus vraiment faire attention à ne pas altérer son métabolisme de base, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour maintenir son métabolisme de base à des niveaux très élevés, voire éventuellement le relever s'il est déjà altéré par de nombreuses années de régime hypocalorique. Plus une activité physique intelligente, là, vous avez le combo gagnant pour avoir activité physique importante, plus métabolisme de base préservé, et là, vous êtes vraiment en mode brûleur de gras. Vous passez en régime cétogène, donc de brûleur de sucre, vous passez à brûleur de gras, et vous avez accès à votre graisse corporelle pour venir alimenter votre corps, pour dépenser cette énergie. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé et surtout que ça va vous aider à vous sortir de la tête des idées fausses. Les régimes hypocaloriques, plus de sport, en particulier plus de sport à basse intensité longtemps, eh bien, ce n'est pas forcément la recette pour perdre du poids, et en particulier de la graisse corporelle. C'est peut-être même plutôt délétère à long terme. Donc, je vous invite vraiment à éventuellement, les ressources seront en lien de cette vidéo pour ceux qui veulent détailler tout ça. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt à la Ceto Academy pour que nous puissions avancer ensemble sur votre régime cétogène bien formulé et que vous puissiez atteindre votre objectif. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle que l'algorithme de YouTube ne nous aime pas beaucoup. Likez cette vidéo, ça nous aide aussi à montrer à l'algorithme que vous appréciez notre contenu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pédagogique autour du régime cétogène et de la santé. À très bientôt.